Bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette année 2021. Nous reprenons le fil du séminaire Penser la pandémie en accueillant ce soir Jean-Philippe Piron, professeur à l'Université de Bourgogne, spécialiste de philosophie des sciences, en particulier de l'articulation entre santé et environnement. Je ne citerai qu'un ou deux de ses ouvrages: Prendre soin de la nature et des humains, médecine, travail, environnement, publié aux Belles Lettres en 2019, et La poétique de l'eau pour une autre écologie, édition François Bourin en 2018. La liste est longue, je vous donne que ces deux-là, mais je veux aussi insister sur la publication récente de cet ouvrage collectif qu'il a coordonné, L'éthique médicale à l'épreuve de la Covid-19, paru aux éditions universitaires de Dijon et préparé avec le soutien de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Je crois que ça nous place au cœur de ce dont il va nous parler ce soir. Jean-Philippe, c'est à toi. Merci Arnaud de cette présentation. Merci à tous et toutes d'être là. Donc moi aussi, tous mes voeux d'une recherche intellectuelle et humaine féconde, et que nous vivions l'incertitude pas que comme un drame, mais aussi un espace et un temps à exister. Donc j'avais proposé le titre, donc merci de cette invitation et puis de porter au long cours en fait ce séminaire webinaire dont effectivement il serait intéressant de faire un jour l'épistémologie, hein, puisque s'il n'y a pas qu'une juxtaposition de paroles, cette pluralité de positions, comment elle nous aiderait à passer du successif à une suite ordonnée, c'est en soi une question. Donc j'avais proposé, c'était l'année dernière, donc il y a déjà très longtemps quand le webinaire s'est lancé, donc un titre que j'ai quand même gardé, donc qui était donc de quoi le ou la Covid-19, puisqu'entre-temps j'avais dit le, puis entre-temps c'est passé là. Covid-19 est-elle le nom? Donc j'ai gardé ce titre. J'avais donné un sous-titre à l'époque qui était donc l'impact du langage sur la prise en charge et le positionnement de notre intelligence de la situation, donc partant de pandémie. Donc c'est ce que je vais faire, mais n'ignorons pas tout ce qui vient de se passer, enfin tous les webinaires passés, donc toute la culture, les savoirs accumulés et les perplexités aussi. Donc j'avance très prudemment, on va dire, compte tenu de tout ça, donc dans ce que je vais pouvoir dire, parce que je ne sais pas si je vais apporter grand-chose de nouveau, mais bon, je me lance quand même. Je commencerai peut-être par une citation qui est un peu une provocation, extraite de la leçon inaugurale que Roland Barthes avait fait au Collège de France, dans lequel il y avait cette formule que je trouve intéressante pour introduire mon sujet, dans lequel il disait ceci: il dit, la science est grossière, la vie est subtile, et c'est pour corriger cette distance que la littérature nous importe. Et d'une certaine façon, très, très modestement, je voudrais essayer d'habiter cette tension entre, bon, les mots sont un peu durs, mais il ne faut pas les prendre non plus trop à la lettre, hein, entre grossièreté et subtilité, hein, que je voudrais essayer de discuter autour de ce dont l'expression, donc Covid-19, est le lieu de concentration. Nous l'avons vu, hein, et donc je n'ai pas fait de lexicométrie, mais l'irruption a été massive dans le monde médical et dans le monde tout court, hein, à l'occasion de la pandémie, donc de l'expression Covid-19. Et de cette façon, et je crois incontestablement, cette expression a contribué à modifier, sinon à bouleverser le langage du soin, infléchissant, voire imposant une manière de l'envisager, avec des conséquences épistémologiques, éthiques et politiques qui sont majeures. Puisque cette expression a été mobilisée par le langage de la santé publique et révélant à cette occasion le poids du caractère public et politique de la maladie qui touche le corps dans son expressivité sociale. C'est-à-dire que, activé par le langage du virologue et en arrière-cours par le laboratoire de biologie médicale, l'expression Covid-19 manifeste combien la maladie concerne certes une biographie, hein, dans sa dimension très personnelle, mais aussi de la zoologie,
avec ce virus donc relevant donc d'une zoonose, donc nous situant à l'intersection de l'animal et de l'humain. Et la question qui se pose alors ici, c'est effectivement, qu'en est-il ou que devient le langage du clinicien qui, lui, cherche à maintenir vive la tension entre la maladie et le malade, ne voulant pas perdre de vue le malade sous la maladie. Donc, que devient ce langage du clinicien lorsque, fragile dans son accompagnement des situations particulières, eh bien, il est concurrencé, ce langage du clinicien, par deux autres expertises, celle de la santé publique d'un côté, celle, comment dire, de la biologie médicale de l'autre. Canguilhem, dans un texte assez classique, suggérait, rappelait, je le cite, que la vie humaine peut avoir un sens biologique, un sens social et un sens existentiel. Ces trois types de valeurs, le biologique, le social et l'existentiel, eh bien, sont d'ordinaire enchevêtrés dans l'épaisseur d'une vie ou d'une existence. La crise de la Covid-19 a travaillé à, sinon à démanteler cet enchevêtrement, du moins à mettre en concurrence ces valeurs. Plus exactement, elle a ouvert un conflit des interprétations aux enjeux théoriques mais également pratiques dans le monde du soin, bouleversant l'équilibre précaire justement de la médecine ou de la clinique, articulant le biologique, le clinique et le politique et avec lui l'économique. Ces bouleversements ne sont pas sans conséquences, nous en avons tous été les témoins, nous en avons vu d'ailleurs les différents rééquilibrages au fur et à mesure que la crise avance et avançait, mais je voudrais essayer de le préciser un tout petit peu. Je pars donc d'une considération en fait qui relève d'une attention aux mots, comme on dit, aux mots des mots. Les mots du soin sont, on le sait, l'expression d'une conceptualité théorique qui prépare une opérativité thérapeutique. Autrement dit, les mots du soin ne sont pas simplement un moyen de communication. Ils portent une intelligence médicale, ils imposent ou suggèrent une manière d'interpréter la situation et, par là, préparent une prise en charge. Donc, chaque désignation, de ce point de vue, ou chaque nomination, entre alors en discussion ou en conflit avec d'autres intelligences, avec d'autres récits, avec d'autres manières de rendre compte de ce qui s'engage et se vit là, avec d'autres pratiques de soins notamment. En l'occurrence, Covid-19 est un concept venant, disons, de biologie médicale, de virologie et d'épidémiologie, servant une approche populationnelle de la santé. Plus exactement, cette formule, enfin cette expression, n'est pas un acronyme, c'est une apocope du syntagme donc, anglais, donc coronavirus disease, mais cette expression est intéressante parce qu'effectivement, en parlant, donc tout compte dans la formule, coronavirus disease 19, je vais revenir sur l'ensemble de ces éléments. Donc cette formule encourage, je disais, une approche populationnelle de la santé, là où le soin, donc, dans sa dimension clinique, accompagne des histoires de vie, malades et souffrantes, à chaque fois singulières. La santé, dans sa dimension populationnelle, concerne une dimension publique dont l'enjeu porte sur le soin du corps social, si l'on peut dire. Et bref, donc il y a une sorte d'analogie entre le soin, comment dire, apporté à une situation de vie, une biographie d'un côté, et le soin de la santé publique apporté aux soins du corps social ou du corps politique. Mais au fond, ce que l'expression Covid-19, à sa manière, révèle ou met au jour, c'est un conflit latent qu'elle révèle et ce conflit latent tendant à opposer le souci de la personne et de sa dignité. C'est tous les débats qu'il y a eu sur la question des personnes en EHPAD, du corps des personnes en fin de vie, du corps en fait des cadavres. Bref, donc un conflit latent, donc, opposant donc, le souci de la personne et de sa dignité d'un côté et le souci de la santé comme phénomène social. Paul Ricoeur, dans
dans le Juste, en fait, avait cette formule disant la souffrance est privée, mais la santé est publique. Et l'irruption de l'expression Covid-19, eh bien, effectivement, met sur le devant de la scène la dimension publique de la santé en effaçant la dimension, en tout cas, mettant au second plan la dimension en fait privée de la souffrance. Donc cette irruption donc, de la pandémie a massivement imposé donc, une langue, des mots pour ce que nous étions en train de vivre. Et ces mots, donc, il l'a emprunté, ce milieu soignant, à l'approche de la santé en termes statistiques, inventant donc une conceptualité élaborée, enfin mobilisant une conceptualité élaborée par les épidémiologistes, par la modélisation des biostatisticiens, par la santé publique, pour construire une manière de se représenter la situation qui, cette manière, s'en remettant en l'expertise de cela, eh bien, amputait de leur expertise à la fois les cliniciens, attentifs à chaque patient dans ce qu'il a d'unique, au risque d'ailleurs d'engendrer parfois une sorte d'amnésie quant aux dispositions éthiques qui soutiennent d'ordinaire les pratiques soignantes, discutant ou mettant en discussion la façon qu'on a éventuellement de se rapporter à l'environnement, et bien sûr, c'est un autre enjeu sur lequel je m'arrêterai très très peu, hein, discutant aussi comment, au fond, cette expertise d'épidémiologie eh bien, nourrira la décision publique, hein, avec la question de savoir quelle est la place ici en fait, des experts, si elle ne se substitue pas à la décision publique. Bref, occasion de penser comment dire, à l'époque contemporaine les vieilles relations du savant et du politique, mais dans la version expert et politique. Alors, ce que je voudrais donc dans un premier temps, c'est discuter un tout petit peu sur qu'est-ce qui s'engage quand on donne un nom à un virus, et ensuite en tirer donc les conséquences vers les enjeux donc de santé et d'environnement. Dans un premier temps, donc, je voudrais essayer de montrer que donner un nom à un virus est une opération, comment dire, à haut risque, en tout cas sous haute tension, parce qu'effectivement, elle est largement porteuse de choix eh bien, qui sont loin en fait d'être neutres. Donner un nom à un virus donc, n'est pas une opération neutre, porte des enjeux anthropologiques, bon, épistémologiques bien sûr, anthropologiques, éthiques, politiques. Certes, un nom n'est pas encore une description, mais le choix de la méthode de description est une décision à portée épistémologique, pratique et ontologique qui a des effets sur notre idée de nous représenter le soin à l'égard de l'humain et la conception de cet humain eu égard à l'égard de plus que lui, donc les autres humains, mais aussi les non-humains, entre guillemets. La désignation, en fait, Covid-19, donnée de façon identique à toutes les langues, c'est d'abord une observation à noter, autrement dit, liée à une sorte d'invention d'expression à portée comment dire, de langue universelle. Donc, je le disais, est une apocope du syntagme en langue anglaise, donc coronavirus disease. Le nom latin, coronavirus, enfin le nom, pardon, coronavirus, signifie virus à couronne, en empruntant une partie en fait, de son étymologie latine. Et donc, ce nom il est dû à l'apparence qu'ont les virions sous un microscope électronique avec la frange de grandes projections bulbeuses hein, qui ressemblent à la couronne solaire et dont on a vu les différentes représentations jusqu'aux représentations esthétiques hein, ou graphiques en tout cas qu'on a pu en proposer. Mais ce nom, Covid-19, est un mixte. C'est un mixte entre une catégorie descriptive, je viens un tout petit peu de l'évoquer, liée à l'observation, celle de la couronne hein, sous microscope électronique, un mix donc entre une catégorie descriptive et une logique explicative liée au symbolisme de la biochimie et de la biostatistique. C'est la question des tirets, par exemple, dans CoV-2 de SARS-CoV-2, hein, ou la question en fait du 19. Mais c'est un mix donc, entre une catégorie descriptive, entre une logique explicative, mais aussi à l'égard en fait, de choix normatifs, parce que la dénomination qu'on va choisir de retenir
porte pour enjeu celui de faire en sorte que cette dénomination ne soit pas une stigmatisation. Donc, le fait qu'on dise « disease », hein, sans localisation géographique, est une manière de rappeler, par conséquent, que le choix de fabriquer l'expression Covid-19 eh bien, sert ou porte une diplomatie sémantique, mais qui a des effets considérables parce qu'effectivement, en l'occurrence, la manière ici de nommer ne se renvoie pas, ne se réfère pas à un territoire, hein, puisqu'on se concentre essentiellement sur une structure, comment dire, descriptive, nourrie d'une logique explicative. Donc l'expression Covid-19, pourrait-on dire, je suivrai ici quelques instants Bachelard, hein. Bon, je suis à Dijon, je suis obligé d'honorer mon patrimoine local, hein, mais Bachelard, en fait, parlerait en fait à propos, il s'est plutôt intéressé en fait à la chimie inorganique, mais parlerait ici en fait de ce qu'il appellerait un mixte de théories. Qu'est-ce qu'un mixte de théories? Donc c'est une formule qu'on trouve dans son livre Le matérialisme rationnel. Il dit le mixte de théories détermine une curieuse articulation de symboles qui mérite, croyons-nous, dit-il, d'attirer l'attention du philosophe. Alors de quoi parle-t-il? Lui, Bachelard, il réfléchit en fait essentiellement sur le symbolisme de la chimie, et notamment celui élaboré en fait par Lavoisier, et notamment sur le rôle du trait d'union dans la chimie élémentaire, dont je voudrais en fait dire en fait quelle est cette question en fait du trait d'union notamment. Elle trouve ses prolongements en fait dans la biochimie et la biologie moléculaire autour de la question notamment des tirets, mais pas que les tirets qui servent à décrire en fait les virus. On pense au H1N1 et des choses comme ça. Et donc Bachelard poursuit, c'est qu'ici donc entre en action une dialectique très rapide et fine dont on risque parfois de méconnaître la valeur. Et donc, je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette dialectique fine dont il parle. C'est une dialectique, alors on pourrait considérer ça simplement comme une considération un peu superficielle, mais la dialectique donc de la ponctuation matérialiste, qui est en fait au service de la formalisation en termes moléculaires de la maladie, afin d'en montrer en fait à la fois la consistance épistémologique, mais aussi rappelant, alors là, Bachelard n'a pas travaillé ces questions, mais en fait, on peut l'exporter ici, montrer que le symbolisme biomédical, dont est porteuse une expression, hein, SARS-CoV-2 par exemple, hein, ou Covid-19, eh bien, est animé par cette dialectique rapide. En effet, première grande observation, l'OMS, depuis 2008, a décidé que les souches virales ne soient désormais plus désignées en fonction de leur origine géographique. Décision, par exemple, virus du Nil occidental ou virus Ebola, hein. Mais donc, depuis 2008, les virus donc, ne sont plus désignés par leur origine géographique, mais par leur nomenclature donc moléculaire, H1N1 par exemple, hein. Ceci afin d'éviter des stigmatisations géographiques. Alors, par exemple, ce n'est pas tellement à cet exemple-là qu'il faudrait penser, mais je le dis quand même parce que c'est une façon de le signaler, mais hein, par exemple, le mal français, hein, pour la syphilis propagée par les troupes napoléoniennes, hein, au XIXe siècle, mais on pense aussi, bien sûr, pour le H5N1 de type Fujian, hein, le virus de la grippe aviaire, hein, des années 2000, la Chine a, depuis cette époque, refusé qu'on le géographicise, si on peut dire, comme elle l'a fait aussi pour le Covid-19, qu'on aurait pu aussi nommer virus de Wuhan. Donc, autrement dit, dire ça, c'est donc dire que le choix de se concentrer pour parler en fait d'un virus sur des nomenclatures de type moléculaire et donc d'abstraire leur rapport à des territoires
C'est un choix, bien sûr, épistémologique, mais qui n'est pas sans conséquence. Je voudrais le montrer dans quelques instants. Je suis encore un tout petit peu, comment dire, bachelard dans mon propos, dans ces expressions de type H1N1, par exemple, ou Covid-19, ou dans Covid-19 plus particulièrement, on voit que se combinent plusieurs types de logiques. Une référence de type historique, ou du moins de type chronologique ou calendaire, hein, qui révèle la fonction, comment dire, ordinale, dont l'expression Covid-19 est porteuse, hein, le virus donc de l'année 2019, hein, qui fixe donc un rang d'apparition dans le temps calendaire, qui questionne d'ailleurs au passage les raisons qui sont à l'origine de l'application, de l'apparition de plus en plus réitérée des zoonoses, hein, en Anthropocène. Mais à cette dimension ordinale s'ajoute aussi une fonction cardinale, hein. SARS-CoV-2, hein, ne fait pas coordonner des éléments dans la chronologie, mais cherche à compter des choses, dans H1N1 aussi, ou H5N1 aussi, on compte des molécules, révélant donc une structure ici biochimique. Donc cette fonction, cette seconde fonction cardinale, est beaucoup plus abstraite que la fonction ordinale. Elle rompt avec l'expérience intuitive ordinaire, mais elle a pour tâche, si l'on peut dire, aussi de désanthropologiser, de désécologiser, comment dire, la réalité ici concernée, d'évincer aussi toute la dimension des intérêts non scientifiques, avec toute la question de qu'est-ce que veut dire intérêt scientifique, mais donc tous les intérêts non scientifiques investis dans la compréhension du phénomène viral et de la maladie. L'ensemble de ces intérêts étant compris comme autant d'obstacles épistémologiques. Or, ce sont eux qui font pourtant que l'expérience de la maladie n'est pas pour l'humain qu'un fait biologique objectif, mais bien un enjeu biographique, socialisé, nécessairement partial, un enjeu même éco-biographique, si je puis dire. Bref, donc les différentes, donc abstraire ou mettre entre parenthèses donc la référence, comment dire, à l'émergence d'un virus dans un territoire, si on peut le comprendre dans ces enjeux de diplomatie, a des enjeux aussi problématiques parce que ça occulte les raisons qui seraient, de s'orienter sur les raisons qui seraient à l'origine, par exemple ici, de ces zoonoses. Si on n'en était pas convaincu, on pourrait dire que les différentes façons que l'on a pu, si on n'est pas convaincu du fait qu'effectivement la question de la prise en charge en fait de la maladie et la compréhension des maladies en fait doit aussi se penser relativement au territoire et aux sociétés, eh bien il suffit de voir ce que depuis le mois de janvier de l'année dernière, eh bien de voir comment les différences de prise en charge entre les pays du nord et du sud de l'Europe, par exemple, hein, concernant souci, recherche d'une immunité collective ou au contraire confinement, la différence entre les approches centralisées françaises ou l'approche fédérale allemande, etc., etc. Bref, tous des éléments disent effectivement que la prise en charge de la maladie ne peut pas se faire sans sa dimension aussi de socialisation majeure. Parce qu'effectivement, la maladie, lorsqu'elle est une épidémie, voire une pandémie, apparaît ici comme un fait social total. Dernier élément en fait de considération sur cette expression Covid-19, elle tient au fait que effectivement, dans Covid, hein, on met l'accent sur la dimension de disease. Et là, je rappellerai, alors c'est un peu une tarte à la crème, mais de temps en temps, c'est bon, hein, les tartes à la crème. Hein, je rappellerai en fait que combien en fait les Anglais qui distinguent entre disease, illness et sickness, hein, nous rappellent que effectivement l'intelligence de la maladie en termes de biologie moléculaire peut se concentrer effectivement sur la dimension de disease, mais à ce moment-là, des biographies, si je puis dire, ont été désubjectives, celles-ci, en délaissant la dimension illness de la maladie, donc sa dimension subjective, vécue, la déterritorialise et la désocialise, voire la désécologise, hein, excusez-moi tous ces néologismes, précisément en ignorant la dimension, cette fois-ci, en fait, sickness. Bref, ce que je veux donc ici dire, c'est que cette référence, cette expression donc Covid-19, eh bien, elle a été
l'occasion de déployer de manière massive une intelligence uniquement biologique, déterritorialisée, en fait, des questions qui se posent avec des enjeux qui se posaient à nous, avec, on en a vu, toutes les conséquences, celle notamment, en fait, à un moment donné, d'avoir plus l'impression que n'être un corps parmi une population de corps dans un sauf-qui-peut général. Bref, donc on le voit donc désigné est loin d'être une opération neutre. Je, mal nommer les choses, hein, vous le savez, ajoute au malheur du monde, hein, comme disait l'autre, nous le saluons, Camus en passant, mais je crois que c'est un aspect ici important parce qu'effectivement, Covid-19 est donc une expression qui révèle, mais qui en même temps exacerbe en tension, hein, l'équilibre existant dans l'art médical et la relation de soins entre des savoirs d'exactitude, l'épidémiologie par exemple, des devoirs de sollicitude, la relation clinique, et des pouvoirs de rectitude, notamment les principes économiques et politiques de justice, hein, concernant la répartition d'un bien rare, à savoir les moyens de santé. Bref, donc ces manières acronymiques de parler du vivant humain malade, hein, qui le désincarnent, l'installent dans une conceptualité objectivante, qui le regarde du dehors, et en font un facteur, entre guillemets, questionnant donc l'impact que peut avoir une telle abstraction. Alors, bien sûr, le soin n'est pas fait que de mots, hein, et donc j'ai conscience de n'être qu'un philosophe ici de salon, hein, mais les mots du soin travaillent à sa formalisation, leur donnent une portée pratique qui est loin d'être neutre. Bref, donc, alors, comment accompagner au plus près, dans la subtilité des silences, des dires et des récits, l'expérience de l'autre et de tous les autres pour la laisser être et se vivre. Donc, sans sacraliser la dimension langagière dans le soin médical, hein, dont on a moqué les jargons, hein, dont on sait en fait parfois aussi les limites, porter attention donc à l'éthique du tact langagier, hein, prend soin de l'autre et des autres en prenant soin de la manière d'exposer les problèmes et d'y répondre. D'une certaine façon, j'aurais tendance à dire ici, alors ce n'est pas tout à fait le sujet, mais je ferai l'analogie quand même, de dire que l'expression Covid-19 ressemble fort à ce que Rabelais dans Pantagruel évoquait lorsqu'il distinguait entre les mots gelés d'un côté et les mots de gueule. Alors, on le voit très bien, ce que je veux nommer ici, c'est comment effectivement on peut avoir une approche techno-administrative de la réalité qui perd de vue la réalité qu'elle cherche à nommer et qui bien remonte effectivement sur un mode plus bruyant et hurlant, comme bien les épisodes, différents épisodes en fait que nous sommes en train de traverser, le manifeste, autant d'épisodes qui veulent réinstaller finalement un conflit des interprétations, une pluralité des récits face à la domination d'une manière de le raconter. Il y a donc un conflit des interprétations qui s'est engagé entre les mots des biologistes qui cherchent le virus dans le malade, les mots des cliniciens qui veulent retrouver le malade sous le virus, mais aussi de tous les autres acteurs, les familles, les politiques, les responsables, les sciences de l'environnement. J'avais prévu un certain nombre de listes d'exemples significatifs qui pourraient illustrer des dilemmes éthiques à différents registres concernant par exemple, le soin des défunts, des choses comme ça. J'en viens en fait, parce que je m'aperçois que le temps avance assez vite, j'en viens assez vite donc, sur les liens entre santé et environnement et donc mon deuxième temps. Je disais, donc donner un nom à un virus n'est pas une opération neutre. C'est flagrant quant aux liens que ceci, c'est flagrant lorsque ces liens concernent l'articulation entre une crise sanitaire et une crise environnementale. La pandémie du Covid-19, nominalement présentée comme un facteur moléculairement objectivable, est aussi une opération rhétorique stratégique qui fabrique un récit officiel contre d'autres récits. Il faudrait s'arrêter là-dessus, je ne le ferai pas, hein, sur le débat qu'il y a eu à un moment entre Trump et les Chinois, et les États-Unis ou les Chinois, dans la lutte sémantique concernant le virus de Wuhan. Mais parler donc de Covid-19 dans l'abstraction du moléculaire est aussi, je disais, une opération d'occultation des raisons économiques et environnementales à l'origine
de l'apparition des zoonoses, et donc l'imposition d'une manière d'interpréter uniquement en termes déterritorialisés la situation. Bref, cette manière de parler interdit de questionner, en tout cas empêche ou complique la façon de questionner les interrelations entre les questions de santé et les questions environnementales. L'origine des coronavirus commence à être sont identifiées comme zoonoses. Les sciences de l'environnement rappellent aujourd'hui les liens entre pandémie et crise environnementale. C'est toute la question ici des rapports entre biologie et probabilité. Je ne développe pas, mais il y a les chercheurs en sciences de l'environnement ont bien montré ça et bien mis ça en place. Mais je rappellerai simplement un propos de la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, donc le GIEC de la biodiversité, qui rappelait, je cite, que les zoonoses représentent une menace sérieuse pour la santé humaine, les maladies infectieuses émergentes chez les espèces sauvages, les animaux domestiques, les plantes ou les populations humaines peuvent être amplifiées par des activités humaines telles que le défrichement, la fragmentation des habitats, etc. Bref, en aggravant la crise de la biodiversité et en modifiant donc les rapports entre les hommes et leur milieu, apparaissent ici donc de nouvelles maladies infectieuses pour l'homme. Donc, dire ceci, c'est donc dire que abstraire la référence d'un virus à ses relations à son milieu écologique, économique et social ampute, voire empêche l'intelligibilité écopolitique de cette situation. Donc, de ce point de vue, le concept de milieu serait majeur, en fait, pour le soin, parce que précisément, cette question le concept de milieu, Canguilhem a aussi insisté là-dessus, permet d'articuler effectivement entre l'humain dans son rapport au milieu social, mais aussi dans son rapport au milieu écologique. Donc, prendre en considération l'impact des changements planétaires sur notre santé est un enjeu éthique et politique. Il donne alors à la bioéthique, au mot bioéthique, dont le préfixe dit pourtant sa dimension d'ouverture, bien, il donne donc cet impact à la bioéthique, de quoi repenser les liens entre l'éthique médicale et l'éthique environnementale, par exemple. Bref, il donne l'occasion de repenser à nouveau frais les liens entre santé et environnement. Alors, repenser à nouveau frais cette question, c'est un chantier, comment dire, qui est devant nous, et donc sur lequel je voudrais finir mon propos. J'ai encore combien de minutes là? 5-6 minutes Tu peux prendre même 10, même normalement jusqu'à 45, même jusqu'à 50, c'est pas grave. Ok, d'accord. Ok. Voilà, donc Vlad, merci, ça me permettra d'être plus tranquille. Donc je voudrais effectivement questionner en fait en quel sens, à sa façon, cette pandémie, elle est l'occasion de revisiter donc ce qui s'engage dans l'histoire de la bioéthique, qui, il faut aussi le reconnaître, entre ce que Potter imaginait il y a une quarantaine, enfin un peu plus de 40 ans, et ce que nous avons développé de plus, connaît essentiellement une partition, une spécialisation des éthiques plutôt que leur articulation. De fait, il faut le reconnaître, la crise de cette pandémie rappelle, je disais tout à l'heure, que si l'expérience de la maladie est privée, la santé est publique. Bref, qu'il y a une dimension, en fait, comment dire, face à une pandémie, une dimension d'ébranlement de ce qui fait nos manières d'être vivants sur la Terre d'une toute autre ampleur que l'expérience personnelle, même s'il ne s'agit pas de négliger cette dernière. Puisque de fait, ce qui est questionné, ce sont les conditions de possibilité pour qu'une vie humaine sur Terre soit possible avec les autres, y compris les non-humains, entre guillemets. L'humanité a connu de terribles épidémies tout au long de son histoire, nous le savons. La singularité de l'actuelle pandémie tient à la fois à la rapidité de sa propagation, rendue possible par la mobilité planétaire,
par la globalisation économique et technique, mais aussi en lien avec sa concomitance avec une crise écologique, dans sa double face climatique et d'érosion de la biodiversité, et peut-être l'occasion donc de repenser un nouveau cosmopolitisme, en tout cas une nouvelle manière d'articuler le monde humain avec l'écoumène. C'est ça que je voudrais essayer de montrer. En effet, sur une telle affirmation, deux lignes de front se cristallisent, lignes de front que la bioéthique, entre guillemets, a encore du mal à penser. Je pense, si on pense simplement dans le cadre du contexte français, le Conseil consultatif national d'éthique a très très peu de textes, en fait, qui, à part un texte qui a été fait à l'occasion en fait de la, comment dire, du sommet de Paris, mais qui était un texte plus une lettre qu'un avis. Donc très peu de textes sur l'articulation entre santé humaine et les santé liées à la question des animaux et plus généralement l'environnement. Bref, donc entre la santé et l'environnement, la crise sanitaire et la crise environnementale, eh bien, il faudrait donc questionner, en tout cas, il y a autant d'occasions de questionner s'il s'agit entre les deux d'une juxtaposition d'enjeux ou d'une interrelation. Le vivant humain est tout à la fois du vivant, partageant avec tous les vivants ses lois, c'est la question du zoon, et en tant qu'humain, un existant pour lequel donc la maladie engage sa compréhension ou une certaine compréhension qu'il a de soi. L'épidémie affecte les humains, cette pandémie même affecte les humains dans leur dimension zoologique, si je puis dire. Dans cette dimension de ce qu'Agamben a appelé donc la vie nue, à un moment, donc débarrassé de toutes les différences personnelles, culturelles, réalisant une sorte d'égalitarisme biosphérique, pour reprendre des formules chères à l'éthique environnementale, qui fait donc des vivants humains, des vivants parmi d'autres, soumis aux mêmes vicissitudes, une population de corps, un corps parmi une population de corps. Même si, nous l'avons vu, en fait, cette façon d'appréhender les choses a évolué et s'est représentée différemment au fur et à mesure que bien, les politiques, le monde associatif, les intellectuels ont cherché à de nouveau repluraliser la compréhension de la situation. Mais en tous les cas, ce passage de l'épidémie à la pandémie a confirmé que nous sommes avec ce virus à l'échelle mondiale solidarisés par des problèmes. Celui donc d'enrayer la propagation du virus, celui de limiter les crises qui sont à l'origine de leur apparition. Mais posant alors la question de comment passe-t-on du fait d'être solidarisé par des problèmes à la question de comment faire pour être solidaire en partageant nos réponses et nos moyens. Pour le dire autrement, le passage de la notion d'interdépendance entre les composants de la biosphère à la notion de solidarité permet de souligner la communauté de destin entre les humains, la société et leur environnement. Mais nous le voyons bien, il ne suffit pas ici d'être solidarisé pour être solidaire. J'emprunte ici cette distinction en fait à Habermas dans un texte qui portait sur l'avenir du cosmopolitisme, donc le bicentenaire en fait du texte de Kant, dans lequel il distinguait justement entre solidarité de fait et solidarité de projet, et donc dans lequel en fait Habermas rappelait qu'effectivement être solidarisé par un problème, nous le sommes notamment concernant en fait ce virus, concernant le dérèglement en fait climatique, concernant les érosions de la biodiversité. Mais effectivement, si une solidarité de fait nous révèle au passage notre commune vulnérabilité, une solidarité de projet, quant à elle, relève de choix éthiques et politiques qui visent à définir comment nous voulons instituer cette solidarité, comment nous l'activer, comment la concevoir et comment concevoir en plus particulièrement les liens entre écologie, santé et société. Alors, il y a plusieurs scénarios en fait pour les concevoir, je voudrais les présenter, mais avant de présenter ces trois scénarios, bon, je les évoque très rapidement parce
que ça, si je n'ai pas le temps, on pourra en parler, hein. C'est le scénario de l'effondrement, celui du développement durable et celui de la transition écologique. Il y en a sans doute d'autres, mais ces trois-ci permettent en fait de clarifier les manières de poser les problèmes. Je voudrais simplement, avant d'en venir à ces trois façons de concevoir les liens entre écologie, santé et société, et donc de penser trois solidarités de projet, revenir un tout petit instant encore sur l'articulation entre santé et environnement, en observant que ces relations, enfin l'examen des relations entre santé et environnement n'est pas nouveau. Il y a une longue histoire, hein. Hippocrate déjà, à sa façon, questionnait les relations entre santé et nature, hein. Je rappelle, bon, il y a tous ces textes hein, bon, sur la question des airs, des eaux et des lieux, hein, je pense à son traité sur le sujet, donc qui met l'accent en fait donc, sur l'importance, comment dire, effectivement, de cette articulation. Mais la question qui est posée, en fait, c'est comment interpréter cette articulation entre santé et environnement. Alors, j'ai pas le projet ici, ni le temps, en fait, de faire l'histoire longue des relations entre santé et environnement, mais sommairement, on pourrait dire qu'on a pu penser cette articulation entre santé et environnement, soit sur le mode de la recherche d'une causalité externe de la maladie, hein, réduisant donc l'environnement à un facteur, hein, la recherche de l'origine du mal, hein, là où on pourrait suggérer que le moment écologique invite à penser les liens entre santé et environnement sur un mode relationnel, dynamique, et non pas sur le mode d'une causalité externe. Bref, je suivrai encore un tout petit peu ici Canguilhem, par exemple, hein, si la santé est la capacité de créer un milieu de comportement, hein, comme il le disait, eh bien, quelle relation avons-nous abîmée avec l'écoumène, hein, qu'il s'agirait alors de soutenir. Donc c'est ce milieu et son équilibre-déséquilibre qu'il nous faut donc questionner. Il s'agirait alors effectivement de rappeler que effectivement, cette pandémie, comme fait social total, hein, comme diraient les anthropologues, eh bien, nous invite à ne pas séparer trop vite les manifestations spatiales, c'est-à-dire architecturales, géographiques, territoriales, et les manifestations temporelles, c'est-à-dire les expériences vécues, historiques, les temporalités et les rythmes de ce que c'est qu'une vie confinée. Donc, ne pas séparer donc, ces manifestations spatiales, temporelles et les représentations à la fois théoriques, les constructions des épidémiologistes, de la virologie, hein, de la clinique, et les élaborations symboliques qui sont activées en fait par cette pandémie, de telle sorte effectivement qu'elles deviennent, enfin qu'elles soient ce fait social total que j'évoquais. Et il s'agirait d'ailleurs, de ce point de vue, je le dis en passant, hein, de convoquer effectivement, de questionner quel type de symbolique du mal, je veux dire, quel type de symbolique du mal est aujourd'hui en fait activé à l'occasion en fait de cette pandémie, puisqu'on le voit en fait, le symbolique du mal en fait ici convoqué, j'utilise une formule ici de Ricoeur, hein, mais dans lequel Ricoeur avait beaucoup insisté sur la figure du mal qu'il appelait le mal de la souillure, hein, le mal de la contagion par les fines gouttelettes, hein, à ne pas être taché, hein, disant en fait, Ricoeur insistant sur l'idée que la tâche, hein, le mal par contamination étant la figure la plus archaïque en fait de la figure du mal, eu égard à d'autres représentations. Et donc, assez étonnamment, on a vu précisément la problématique des masques et comment dire, des distances spatiales est parfaitement l'illustration en fait de cette dimension de la symbolique du mal. Enfin, bref, je ne développe pas tout ça, mais je voudrais simplement, donc, ce que je voulais indiquer ici, c'est que parler de cette dimension en fait de fait social total insiste effectivement à prendre en compte que cette crise sanitaire globale ne peut pas ne pas être pensée par jeu de miroir, mais plus encore en termes d'articulation avec la crise écologique planétaire. Au minimum, ça justifierait une juxtaposition des problèmes, euh, euh, parce qu'il est un fait, hein, euh, ce qui est affecté par cette pandémie, c'est un fond commun partagé entre les vivants, hein, l'air que nous respirons, qui devient soudain un espace de contagion, hein, et donc qui questionne, du moins en tous les cas pour les humains, hein, et au fond la question du réchauffement climatique le re-questionne à nouveau frais sous un autre registre,
qui est que la première hospitalité est une hospitalité climatique. Il nous faut un air respirable. Et lorsque l'air n'est plus respirable, eh bien, le plus commun, le plus trivial, le souffle, devient le lieu, comment dire, d'une multiplicité de discussions et de symbolisation. Enfin, nous le savons. Mais donc, ce que je voudrais, donc pour terminer, c'est essayer de voir effectivement comment, si on peut aller au-delà d'une juxtaposition des problèmes entre santé humaine et santé environnementale, entre santé et environnement, eh bien, comment les articuler? Est-ce qu'entre les deux, il s'agit d'une concomitance? Est-ce qu'il s'agit d'une corrélation? Ou est-ce qu'il s'agit d'une causalité? Donc, 3 scénarios possibles, qui sont bien sûr en fait autant de propositions d'interprétation qui sont en discussion, comment dire, dans nos sociétés et entre nos sociétés. Une première posture, celle de la concomitance, consisterait à dire que cette pandémie, effectivement, c'est la concomitance malheureuse, telle que finalement, il n'y aurait aucun sens à vouloir remettre en cause nos manières de faire monde, concomitance donc malheureuse entre effectivement cette apparition et le fait que par ailleurs, on parle effectivement de crise climatique ou d'érosion de la biodiversité. On peut de fait refuser de discuter comment dire, l'idée que cette crise sanitaire serait en même temps une crise environnementale, en refusant finalement de discuter le paradigme qui est aussi à l'origine, en fait, qu'on pourrait être proposé comme hypothèse, être à l'origine du fait que à la fois la santé est altérée et en même temps en même temps et l'écosystème, bref, sont épuisés en même temps les humains et les ressources naturelles, en raison effectivement d'un paradigme, celui en fait du paradigme productiviste qui produit de la santé, l'industrie sanitaire, comme on produit du vivant, de l'agro-industrie, et comme on produit des richesses, les pratiques extractivistes, donc épuisant donc dans le même mouvement, je disais, la nature et les humains. Donc pour cette approche en termes de durabilité faible, la situation présente n'est précisément qu'une crise et non pas le début d'une métamorphose. C'est toute la question, le débat qu'il y a eu à la fin du premier confinement, le monde d'avant, monde d'après ou pas monde d'après. Comment nous racontons notre trajectoire temporelle? Eh bien, dans cette perspective, cette crise est un problème technique à résoudre et à solutionner techniquement. C'est tout ce qui se joue autour des problématiques attachées comment dire, à des techniques pauvres, comme le sont par exemple les confinements, ou à des techniques extrêmement sophistiquées, comme les sont les vaccins. Mais en tous les cas, problème technique à résoudre techniquement, c'est-à-dire en ne remettant pas en cause notre manière ordinaire de faire monde, notre mode de développement. Ça pose une question considérable, qui est la question là aussi des transpositions, de la légitimité des transpositions de cela, mais c'est que lorsqu'un épisode aussi long, donc d'une année, peut-être plus, comment dire, a un impact sur des sociétés humaines et les territoires sur lesquels ils sont inscrits, eh bien, est-ce que c'est une parenthèse? Et est-ce qu'on peut imaginer vraiment que le rétablissement sera la façon de fermer la parenthèse? Bref, ici, il s'agirait de se rappeler avec Goldstein que la guérison, c'est jamais un retour à l'état initial. Et donc, ça posera la question de quel est l'impact social, social et environnemental en fait de cette crise sur notre manière de la représenter une fois que nous aurons peut-être jugulé, en tout cas, la pandémie. Donc, première façon de la voir, donc donc la question de la concomitance, la question de la causalité radicale, on pourrait la voir en disant cette crise, c'est la revanche de la santé de la Terre contre les excès du chauvinisme humain. Bref, l'emprise humaine sur la Terre ouvrira un boulevard à venir pour l'empire des virus. Cette pandémie, donc, on pourrait la comprendre comme le premier signe des futures traces d'effondrement qu'annoncent donc les collapsologues, donc sorte de répétition grandeur nature des catastrophes naturelles à venir. Cette pandémie offrant, si j'ose dire, l'avantage de rendre commensurables des réalités qui nous sont en fait non d'ordinaire commensurables parce que effectivement changement climatique, on ne voit pas toujours, du moins sous nos cieux, ce que ça peut signifier pour nos existences.
Bref, cette interprétation, cette deuxième interprétation, attire l'attention donc sur les excès d'un anthropocentrisme qui valorise la seule santé humaine en négligeant le devenir de la Terre. Elle expose aussi, elle pose à nos démocraties la question de la solidarité à laquelle elles aspireraient à vivre. Enfin, et je termine là-dessus, donc parler de corrélation donc, conduit à dire que si la santé de la Terre ne fait pas seule un projet de société, il est question d'instituer entre des territoires sur des sols ce que peut signifier pour ces sociétés faire société. Bref, ici, donc, une diversité de réponses territoriales ont déjà été inventées et inventent une manière de vivre cette pandémie. Alors, sans aller comment dire, dans les excès comment dire, un peu presque caricaturaux entre la réponse, si vous voulez, totalitaire chinoise d'un côté et nos hésitations, flottements en fait, de nos démocraties européennes quant à la réponse, à apporter, cette diversité de réponses manifeste effectivement une manière différente de vivre cette pandémie autour d'une réinterrogation sur nos mobilités, sur nos proximités, sur l'économie de proximité, sur ce qu'on appelle, entre guillemets, l'essentiel. Ici, donc, penser les relations entre santé et environnement, donc ça n'est plus penser un problème passager, qu'il s'agirait de bientôt, voire vite oublier, mais comme un défi à relever, invitant à rechercher donc d'autres manières de faire et d'être. C'est donc le débat ici sur, au fond, des utopies concrètes concernant effectivement le type de mutation écologique engagée en fait par l'expérience ici que nous sommes en train de faire à l'échelle planétaire. Ça réinterroge, donc je disais, ce que pourrait être un nouveau cosmopolitisme, ou une articulation en fait nouvelle entre écoumène et politique, eh bien, dont nous verrons comment en fait l'histoire à venir l'écrira ou pas. Point de suspension. J'ai été un tout petit peu trop long. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer au dialogue, aux questions. Comme je le disais dans le petit chat, vous pouvez lever la petite main bleue et je vous donne la parole. Vous pouvez aussi requérir la parole dans le chat si vous ne trouvez pas la main bleue. Et vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas être enregistré, comme tout cela va être sur YouTube après, et Canal U, vous pouvez poser la question dans le chat aussi, on essaie de suivre. Je vais le dire, vous ne voulez pas être enregistré. Hop, je l'ai mis dans le chat. Est-ce que quelqu'un aurait une première question? Je ne vois pas de petite main bleue. Si, Patrick. Tu dois avoir la parole. Alors, voilà le son. Bon, c'est bon. Oui, moi j'aurais une question à vous poser. C'est que je comprends bien la manière dont vous avez dressé le portrait des problèmes posés par cette pandémie, mais il y a un point aveugle qui me semble important, c'est l'aspect démographie humaine. Autrement dit, qu'on parle de transition écologique ou qu'on parle d'adaptation ou de crise, la réponse qu'on peut y apporter est-elle la même quand on est 1 million sur Terre, bon, ça nous ramène 15 000 ans en arrière, 2 milliards, ça nous ramène au début du XXe siècle, et 9 milliards maintenant. Parce que derrière ces 9 milliards, il y a aussi les animaux domestiques. Autrement dit, même si on était totalement isolé de notre environnement, ce qui n'est manifestement pas le cas, on réalise de plus en plus un formidable incubateur par les animaux domestiques et par notre propre biomasse. Comment on peut placer ça dans votre pensée philosophique et votre relation au monde? Oui, merci. En fait, sur la question démographique, il y a, c'est toujours, enfin pour moi, comment dire, une question en fait que c'est pas que je ne veuille pas la traiter, c'est toujours une question explosive parce qu'on sait en fait ce qu'elle peut avoir en fait comme effet en fait brutaux, et on sait aussi ce qu'on a reproché aux philosophes de l'environnement concernant les questions de réduction drastique des populations humaines, donc d'être des philosophies obscures. Bon, mais alors au-delà, donc ça c'est la raison en fait. C'est pas du tout une raison de mon silence, mais c'est d'abord une précaution d'usage qui consiste à dire que je crois que la question démographique, plus généralement,
elle est souvent en matière en fait politique une question, sinon non pas aveugle, mais une question en fait qu'on veut traiter avec pudeur en raison justement des incidences qu'elles peuvent avoir. Bon. Alors, ceci dit, dans le propos en fait que j'ai développé, une façon en fait d'intégrer cette dimension, eh bien, c'est de rappeler. Alors, effectivement, il faudrait à ce moment-là la nourrir en fait des informations que vous avez rappelées rapidement. C'est le fait qu'effectivement la question de la santé ne peut pas se se déconnecter du fait qu'elle a une dimension publique, hein, collective, et que cette question en fait du collectif eh bien, change effectivement considérablement en fonction de la taille de ce dernier. Et donc, à sa manière, la dimension en fait de pandémie et donc de sa généralisation à l'échelle planétaire, elle n'est pas non plus sans lien au fait que, eh bien, il y a de l'humain un peu partout hein, et en grande densité. Et en fait, une carte en fait, de l'expansion du virus, elle a été fortement liée justement à une cartographie des grandes zones densément peuplées. Donc effectivement, cette question donc, démographique, elle est importante pour ne pas, comment dire, comment dire les choses, pour ne pas réduire les questions, disons, d'éthique médicale à des questions interpersonnelles, et donc de les ouvrir à leur dimension en fait politique, c'est ce que fait d'ordinaire la santé publique, mais en élargissant, enfin ce que vous proposez de faire, c'est de rajouter un étage, c'est d'articuler ces questions de santé en fait de la population humaine avec la santé des populations, y compris extra-humaines, donc en changeant, en tout cas en intégrant dans la compréhension que l'on a celle-ci, comment dire, l'articulation entre santé et environnement. La question après, c'est comment se fait cette articulation. C'est que, est-ce que c'est sur le mode que j'évoquais tout à l'heure, comment dire, de la causalité, d'une conception intriquée des relations entre humains et leur milieu? Là, c'est encore une autre question, mais c'est comme ça que je répondrai, en tout cas, je prolongerai votre remarque. Merci. Je vais donner la parole à Dominique Vuitton. Voilà, j'ai réactivé mon son, c'est ça? Ça marche très bien. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, j'ai un peu l'impression que dans ce type de raisonnement-là, on fait comme si c'était la première pandémie, quelque part. Première pandémie significative et que du coup, il y a un lien auquel je crois assez bien avec les modifications environnementales, la baisse de la biodiversité, etc. Bon. Mais il y a eu des collections de grandes pandémies, à la limite bien plus graves que celle-ci, au fil des siècles, voire millénaires. En tout cas, dans la période historique, on en a plein d'exemples. Et ce problème actuel du changement climatique, de la réduction de la biodiversité, etc., ne se posait pas. Et pourtant, ces pandémies ont bien existé, elles ont été très graves, elles ont été à l'origine de modifications socio-économiques parfois très importantes, vraiment drastiques. Et puis l'aspect démographique n'était jamais totalement étranger non plus, parce que c'est quand même quand il commençait à y avoir des concentrations de population, donc une certaine urbanisation, que ces pandémies ont le plus frappé. Alors, comment vous voyez ça dans une dimension historique? Bon, donc d'abord, il faut que je sois modeste, hein, je ne suis pas historien des sciences et donc ni des épidémies ou des pandémies. Mais effectivement, vous avez raison de rappeler ça. On pense à Ebola, on pense au virus du Nil, et il y a des expériences bien plus anciennes. Peste. Oui, bien sûr. La peste, la variole, oui, bien sûr. Oui, il y a quand même eu des drames, par exemple la destruction des populations d'origine des Amériques par la variole, par l'arrivée massive de virus jamais rencontrés par les populations, etc. Quelque part, c'est presque bien pire
que ce qui nous arrive pour le moment. J'ai l'impression aussi qu'on a une espèce de dramatisation qui est amplifiée par la médiatisation de tout, par tout le monde sait tout sur tout, etc. On fait, je ne veux pas dire on fait d'une souris un éléphant, pas du tout, c'est grave, c'est grave au plan mondial, il y a des morts, il y a des changements économiques majeurs, ok, mais quelque part, je dirais qu'on a presque déjà vu pire, enfin on a même certainement vu pire, y compris l'extinction complète de populations humaines. Bon, Oui. donc, Oui, en fait, la question… est-ce que cette dimension historique peut rentrer dans la réflexion? Ben, je pense que, effectivement, ce qui est intéressant, je ne sais pas s'il y a des historiens parmi nous, hein, mais ce qui est intéressant dans votre question, c'est effectivement comment nous pouvons caractériser notre situation dans ce qu'elle a, dans sa singularité. Oui, c'est plutôt ça. Voilà. Comment on resitue cet événement actuel dans un continuum de grandes pandémies, enfin la peste, enfin, ça a été majeur dans l'histoire de l'humanité, la variole aussi, enfin, c'est vraiment des choses qui… Et donc, je pense que l'enjeu, c'est effectivement comment nous nous racontons des histoires, enfin, notre histoire, eu égard à l'expérience en fait du mal et du malheur liés à comment dire, à la maladie lorsque celle-ci prend la figure de l'épidémie ou de la pandémie. Probablement, en fait, je pense qu'on ne peut pas ne pas reconnaître, enfin pour ma part, j'ai l'impression qu'une partie du phénomène est liée aussi au fait que, pour une fois, les pays occidentaux, comment dire, dans leur puissance et dans leur culture de la maîtrise scientifique et technique, sont, comment dire, attaqués et découvrent leur vulnérabilité. Et donc, de ce point de vue-là, si on pourrait temporairement au moins considérer que c'est comment dire, un problème de riches qui découvrent la précarité que d'autres ont déjà expérimentée avant d'eux, qu'ils ne voyaient pas. Je dis pas, ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que quand on pense à la question de comment les pays d'Afrique subsaharienne réagissent, vivent par rapport au Ebola, par exemple, ou d'autres situations de ce type, nous, il y a des choses que nous découvrons. Il y a une autre question qui est effectivement comment cette pandémie, la singularité de ces pandémies, elle n'est pas, s'il fallait la comparer, comme vous le faites, en termes, comment dire, statistiques de comorbidité, c'est petit par rapport aux catastrophes de la grande peste noire, bien sûr. Mais la question, en fait, pour moi, les questions de nombre sont importantes, bien sûr. Et donc, des millions de morts, un mort sur 3, ce n'est pas la même chose que les chiffres que nous avons actuellement. Mais ce que ça interroge, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'expérience qui me semble, comment dire, unique, première dans l'histoire de l'humanité, d'une pandémie vécue dans la même temporalité, comment dire, à l'échelle du globe. C'est ça qui est singulier. C'est pas forcément. Et ceci questionne comment dire, le système scientifico-technique qui la rend possible. C'est la question de la mobilité dans nos sociétés. Ça, c'est la première chose que je dirais. Et il se trouve que ce système, comment dire, qui porte en fait cette mobilité internationale et donc qui fait que le virus c'est aussi à circuler en fonction des grands hubs, j'allais dire disposés sur l'ensemble en fait du globe, là où il y en a. Il est aussi lié, par conséquent, comment dire, il est aussi concomitant. C'est pour ça que je parlais. Est-ce que c'est concomitance, est-ce que c'est causalité ou est-ce que c'est corrélation? Il est concomitant avec la conscience que nous prenons de la précarité planétaire et de l'origine du fait que cette précarisation de la planète, elle est liée aussi à un usage généralisé d'une culture productiviste ou extractiviste à l'échelle elle-même globale. Donc, mais la peste était aussi associée, elle suivait les bateaux. Et oui. Après, sur Terre, elle suivait les convois, les chariots, etc. Bien sûr. Quelque part, simplement, les modalités ont changé et l'ampleur a peut-être changé. Mais
Alors, la question elle est là, mais en fait, pour moi, oui. Si je peux me permettre, bien sûr que les grandes pandémies, elles ont toujours existé, hein, de tout temps. Mais il y a un fait objectif, c'est l'augmentation de leur fréquence. C'est-à-dire que quand on avait une grande pandémie tous les 50 ans au 19e siècle, je ne sais pas ce que c'était dans les siècles précédents, on en a une tous les 5 ans maintenant, avec des virulences qui sont variables, évidemment. Hein. Moi, pour en rajouter, enfin, pour compléter l'approche Dominique et puis pour prolonger la première question qu'on avait posée sur la démographie, ce qui va se passer, c'est qu'on est quand même dans un système d'environnement altéré, de démographie humaine importante, enfin de biomasse humaine, il faut bien le dire, importante, qui augmente la fréquence de ces événements-là. Et du coup, on va se heurter dans nos sociétés à une demande de liberté individuelle qui n'est plus recevable d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous parliez de santé publique, opposé à santé individuelle, ça me paraît très juste comme remarque, mais on le voit bien par exemple dans le débat qu'il y a sur le vaccin. À un moment donné, la position anti-vaccin, où je ne veux pas me vacciner en attendant que les autres se vaccinent, n'est pas tenable du point de vue de la santé publique. Donc, dans des sociétés qui vont affronter de plus en plus des éléments de santé de ce type-là, mais avec un effectif très important, donc en tant qu'incubateur, amplificateur en quelque sorte, qui fait que tout va devenir pandémique à ce moment-là, du fait des transports, la liberté individuelle va se réduire si on veut penser sécurité globale et sécurité collective. Et il y a un dilemme, parce qu'on voit bien d'ailleurs l'expérience de la Covid le montre bien, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est les régimes totalitaires. Alors on est bien d'accord, c'est pas là que j'ai envie d'aller, moi, hein, mais ils s'en sortent, pourquoi? Parce que les libertés individuelles sont réduites à néant. À l'opposé, dans les démocraties, on a toute la délicatesse, j'allais dire, des gouvernements qui n'ont pas envie d'imposer, qui veulent convaincre, mais du coup, du fait de l'urgence des décisions à prendre, met en péril le collectif d'une certaine manière. Je n'ai pas de solution par rapport à ça, mais ça, il faudra bien arriver à le raisonner à un moment ou à un autre. Soit en disant, le choix démographique de dire on abaisse la démographie en disant la population de la planète par 2, bon, ben ça, c'est peut-être jouable à 500 ans ou à 1000 ans, mais ce n'est pas jouable dans l'immédiat pour des raisons évidentes. Bon, mais il n'empêche qu'il faudra bien répondre à cette situation, puisqu'on va passer de 9 à 13 milliards à peu près. Et là, je vous interroge en tant que philosophe. Oui, alors, en fait, il faudrait finir, enfin pas clore, mais en tout cas finir la réponse à Madame Vuitton sur la question de, c'est la question de comparaison, est-ce raison, hein, c'est toujours le problème entre des phénomènes, voilà. En fait, la question c'est, il faut bien sûr, et en fait, si on en tient compte, pour moi, une des questions, enfin, c'est pas pour moi, il n'y a pas que pour moi, mais est-ce qu'on est devant un changement, comment dire, de degré ou un changement de nature, hein? C'est toujours le problème et au fond, une des propositions, en fait, de la philosophie de l'environnement, alors il faudrait voir lesquelles, hein, elles sont plurielles, elles n'ont pas toutes les mêmes positions, en fait, théoriques, mais c'est de dire que la situation contemporaine, elle est marquée par un changement de nature, parce que nous sommes, comment dire, c'est la question de, même si le mot, il doit être discuté, mais au fond, ce que l'idée d'anthropocène, à sa manière, cherche à signifier, c'est que si les humains, à l'échelle qu'ils représentent, y compris en termes de biomasse, sont devenus, comment dire, une force géologique, c'est leur activité un impact considérable qui ne peut pas être comparé, enfin, à celui qu'on évoquait à propos de la peste tout à l'heure. Donc, autrement dit, la question du changement de degré ou changement de nature, c'est ce qui explique pourquoi, on peut revisiter à nouveau frais la question de l'articulation entre santé et environnement, parce qu'on n'est plus tout à fait dans le même paradigme, si je puis dire. Alors après, sur l'autre aspect, concernant la question du démographique, hein, et du politique, question redoutable, redoutable parce que il y a la question, comment dire, je lis en même temps ce qu'il y a dans le fil de conversation et la remarque, en fait, que fait Aliénor, hein, en fait, en lisant ça, c'est-à-dire qu'en fait, comment on articule comment dire, l'explication démographique avec les choix politiques ou comment dire, les prises de décision, en fait, politiques qui accompagnent, en fait, qui accompagne la pandémie. Et là, de fait,
enfin, la difficulté qui est considérable, c'est comment on pilote la démographie mondiale. Si on veut le faire de manière démocratique, et donc toute la réflexion sur la question des seuils, des paliers en fait démographiques comme une réponse possible, c'est une question posée, mais qui force, me semble-t-il, à ce moment-là, d'articuler les questions de justice sociale avec les questions de justice environnementale dans l'accès et la répartition aux biens. Enfin, pour moi aussi, il y a aussi ça dans votre question. Merci. Je voulais aussi rebondir sur la remarque qui avait été faite par Marc Cartois, qui se demandait s'il n'y avait pas un risque de donner trop d'importance au nom. Et alors, mais je me posais cette question, moi, de savoir si alors un autre nom aurait été possible qui, à ton avis, aurait pu moins faire obstacle à la saisie du virus dans ses interactions environnementales et son inscription territoriale. Parce qu'on peut se dire à l'inverse que grippe de Hong Kong ou grippe espagnole n'aide pas forcément non plus à faire ce travail de réinsertion dans le territoire parce que d'autres représentations vont nous faire obstacle. Et donc, on pourrait se poser la question, de manière plus générale, comment est-ce qu'on favorise l'intelligence de la réinscription d'un virus dans toutes les séquences de causalité qui le font venir jusqu'à nous? Est-ce que c'est sur le nom que tu ferais peser cet enjeu? Et est-ce qu'un autre nom, est-ce que donner le nom d'un petit animal, en même temps ça c'est risqué, on risque de concentrer la fureur contre lui? Qu'est-ce que tu aurais privilégié? Oui, d'abord, en fait, je suis tout à fait d'accord avec l'observation liminaire. C'est que, enfin, méfions-nous du fétichisme des mots et du nom. Autrement dit, il ne s'agit pas de surdéterminer ça. Je pense que en fait, ce que j'ai cherché à dire, c'est comment un nom, à un moment donné, devient une façon dominante qui empêche aux autres d'autres formes de domination. Et donc, c'est-à-dire que pour moi, la question, ce n'est pas tellement de nommer. C'est-à-dire que du point de vue du biologiste moléculaire, SARS-CoV-2, c'est très très bien. Enfin, et on peut même aller beaucoup plus loin encore dans la description en fait, que la biologie peut proposer, et il le faut. Et donc, en termes d'exactitude, c'est ce qu'on attend de ce type d'intelligence. La question pour moi, c'est comment on passe de ce qui est fabriqué en laboratoire, de ce qui est élaboré, ce qui est théorisé en laboratoire, à l'espace social et public. Et c'est ce passage-là, en fait, qui pour moi fait question. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, effectivement, les choses se mettent à se pluraliser. Et donc, pour moi, la question, c'est plutôt une question de traduction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la question de la traduction dans le débat public de catégories qui produisent ou qui ambitionnent de produire de l'intelligibilité, comme par exemple celle de l'expertise scientifique. C'est comment on les traduit pour que cette intelligibilité ne se substitue pas à l'intelligibilité pratique, mais au contraire l'accompagne. C'était au début en fait au mois de mars là, quand la question comment le conseil scientifique, eh bien c'est un conseil, effectivement, c'est de l'expert au service de la décision publique, mais au risque parfois de se substituer à la décision publique en remplaçant la décision par de la déduction. C'est qu'en fait, puisque les scientifiques disent, alors on n'en déduit que, alors qu'en fait, on court-circuite toute la dimension de la délibération, qui fait que d'autres mots, d'autres catégories, d'autres éléments sont à prendre en compte. Donc pour moi, c'est plutôt une politique de la traduction, en fait, qui pourrait être ici en jeu que de vouloir remplacer un mot par un autre. Merci. Je redonne la parole à Dominique, qui a une autre question. Dominique Vuitton. Ça doit marcher, Dominique. Oui, ça marche, je pense. Oui, je voulais revenir sur les mots, parce que je suis très attentive aux mots et je viens de faire un énorme boulot sur
la terminologie et la nomenclature d'une maladie qui m'est chère, l'échinococose. Donc, j'y ai passé 2 ans. Et bon, ce que je voulais dire, c'est que du point de vue de la dénomination des virus déjà, c'est-à-dire des pathogènes en général, de toutes les bestioles rencontrées dans la nature, il y a des contraintes de nomenclature qui font qu'on n'a pas non plus beaucoup d'initiatives possibles. Il faut trouver quelque chose qui fasse que un premier virus d'un certain type rencontré, ensuite on va pouvoir donner des numéros, etc., des SARS-CoV-2, qu'il y aura un 3, un 4, un 5. Donc on prévoit un peu l'avenir, et puis on est aussi un peu ligoté par, alors un peu moins dans les virus que dans les bactéries, les parasites, etc., mais quelque part on est quand même coincé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller très au-delà de ce que ça peut dire réellement, puisqu'il y a des contraintes et que ces contraintes elles sont ce qu'elles sont. Alors pour le nom de la maladie, ça c'est autre chose, et moi j'y voyais plutôt d'autres conséquences. D'une part, que ça soit un faux acronyme, disons, qui évoque le virus, effectivement, qu'on parte de l'agent pathogène, mais ça, il y a d'autres maladies où on part aussi de l'agent pathogène, ce n'est pas unique dans l'histoire, et qu'il y a le D pour disease, et qui marque d'emblée la supériorité scientifique, linguistique des anglo-saxons en général. Donc, dès le moment, et c'est d'ailleurs ce qui nous pose problème quand on doit donner un sexe à ce mot, un genre, en linguistique, c'est que du coup, on hésite entre le et la, parce que pour nous, à l'oreille, et sans E à la fin, c'est forcément le, et que si c'est une maladie, et ça pourrait être aussi bien un syndrome, est-ce que c'est le, est-ce que c'est là, etc. Mais disons qu'il y a une imposition anglo-saxonne sur le nom qui n'a même pas existé pour le sida, puisque c'était AIDS qui a été immédiatement traduit en français, et on a eu notre propre nom désignant ce syndrome. Donc, on pourrait y voir aussi cette marque d'imposition de la science anglo-saxonne et de la publication en anglais, etc. Mais c'est nous, on a l'habitude. Ça ne nous choque pas. Mais quelque part, il y a quand même quelque chose là-dessus. Et puis le 19, qui projette vers l'avenir, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir un 23 et un 25 et un 30 et ainsi de suite. Et donc, d'emblée, on a un peu l'impression qu'on le marque dans le temps pour qu'il puisse survivre aux épisodes à venir. Donc, il y a une espèce d'anticipation. Moi, j'ai plutôt vu comme ça. Mais c'est vrai que sinon, habituellement, les noms de maladies, ils sont, sauf la grippe de Hong Kong, la grippe espagnole, etc., où on a ciblé l'origine. Mais là, je pense qu'on le fera de moins en moins, parce que ces origines, d'abord, elles ne sont pas toujours franches et massives, même si on peut imaginer que c'est chinois, et c'est ce qu'elle craint combien de fois, à la limite, ça vient peut-être d'ailleurs. Un jour, on dira autre chose. Donc, c'est difficile. Et la plupart des maladies, elles ont été nommées par leurs symptômes. C'est la rougeole, la variole, la rubéole, etc. Donc, c'est des symptômes, mais ça ne va pas au-delà de la médecine individuelle. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment élaborer énormément à partir des... Et puis, pendant longtemps, en France et ailleurs, on a donné aux maladies le nom de leurs découvreurs. Oui, mais en Alors, fait, on le fait de moins en moins parce que finalement, chaque pays voulait avoir son découvreur et qu'il y a des maladies qui ont 4 noms en fonction du pays. Donc, c'est... Moi, je suis pas philosophe des sciences, donc je vais pas jouer à ce que je ne suis pas. Hein, mais ce que je remarque, c'est que
vous élaborez déjà quand même pas mal sur les enjeux en fait dont ce virus est porteur. Ah oui, En oui, oui, oui. problématique. Mais Autrement je dit, veux dire qu'on peut, justement, c'est pour montrer qu'on peut élaborer aussi avec oui, d'autres mais ça, aspects. donc ça interroge effectivement de comment en fait une communauté scientifique eh bien, construit une langue commune, et comment cette langue commune, effectivement, elle est faite effectivement d'une normativité, d'une science normale, comme on dit, une normativité partagée, mais qui n'est pas non plus faite qui n'est pas sans concurrence, ou en tous les cas sans traduction au fond de la façon dont la science est en train de se faire quand elle se fait à l'échelle globale. Ce que je voulais faire, moi, c'est de rappeler ça quand même, c'est qu'effectivement, il y a une construction, comment dire, que ces mots, en fait, quand ce sont des mots de science, eh bien, ce sont des théories, d'une certaine façon, faites mots. C'est la conceptualité, mais qui est nourrie, en fait, d'une théorisation. Mais ensuite, c'est comment, en fait, cette théorisation, eh bien, elle entre en discussion avec la langue naturelle lorsqu'elle rejoint ceux qui ne sont pas, eux, spécialistes de biologie moléculaire et qui se voient, pour Oui, parler de mais leur situation. Non, mais oui, mais en fait, qu'est-ce qui se passe comme biais lorsque cette langue devient la langue des politiques, par exemple? quand je dis l'échinococose, je prends le nom de la bête Oui. et je le transforme en un nom de maladie. Et c'est très usuel en médecine. Donc, dire Covid, Covid, c'est comme échinococose quelque part. Oui, mais même, alors, bien sûr, je suis d'accord. C'est plutôt le D qui pose problème à l'utilisateur moyen. Pourquoi tout d'un coup on leur a dit qu'il fallait dire la Covid et que pour faire chic à la télé, on se reprend et on dit le Covid. Ah non, la Covid. Bon, c'est sans sens pour le français moyen. Ça n'a de sens que quand on traduit disease par maladie, mais à la limite, on pourrait le traduire par un nom masculin. Si ce n'est que peut-être parce que c'est féminin, c'est moins bon. Oui. Alors là, je donne encore une dimension, c'est la dimension genrée, c'est qu'un mauvais truc, il est souvent féminin. Ça va bien, ça. Merci de ce rajout. En fait, ce que vous dites, c'est qu'en fait, l'ensemble de l'argumentaire que vous déployez, j'y souscris, il se fait à l'intérieur, comment dire, d'une élaboration ou d'une communauté scientifique. La question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque ce langage très technicisé rejoint, j'allais dire, nos langues dites naturelles. Et on le voit très bien, en médecine, il ne suffit pas qu'une information médicale soit donnée pour qu'elle soit reçue par celui qui est informé. Autrement dit, comment une information devient un événement pour une biographie. Eh bien, la question qui se pose pour nous, c'est comment, de cette façon, la nomination de le Covid-19 eh bien, devient un événement pour nous permettre de raconter et comprendre notre situation. Pour moi, c'est l'analogie, je la ferai là. Justement, je voulais revenir sur cet aspect de ce que tu as dit. Je vois que parce qu'il n'y avait pas d'autres questions, j'en profite dans ces dernières minutes. Oui, tu as tiré ton analyse du nom, le fait qu'une approche populationnelle, une approche de nos corps, une approche biologique, avait pris le devant sur une approche plus biographique, sur la maladie vécue. Mais je me disais ça, est-ce que ce n'est pas aussi le propre d'être en pandémie que de voir cette dimension populationnelle s'imposer à nous? Et est-ce que notre tâche de nous réapproprier l'expérience vécue ne passe pas de toute façon par l'obligation de devoir faire sens, de tout d'un coup trouver son corps comme quelque chose qui est pris dans un réseau de contagion et qui fait qu'en effet quelque chose d'un réseau universel s'invite dans ma chambre. Et que du coup, ça s'impose à moi dans ma tentative même d'en faire sens. Et peut-être un tiroir dans cette question, est-ce que ça ne peut pas être retourné en chance? C'est-à-dire qu'au fond, depuis le départ, tu te demandes aussi quelle pédagogie, quelle traduction permettrait de ne pas faire l'abstraction de cette maladie. Est-ce qu'au fond, le fait de travailler sur cette dimension populationnelle qui vient
le fait que tout un réseau de causes, y compris naturelles, biologiques, fait un lien entre une chauve-souris d'une forêt tropicale et ma chambre à Paris, ou à Besançon, ou à Dijon. Cette dimension populationnelle qui m'inscrit dans ce réseau de causes et d'effets n'est pas une manière de remonter et de mettre mon corps et mon vécu dans cet ensemble de causes et Oui. d'effets. Oui, tu dis très bien les choses. Hein. Je serais tout à fait d'accord avec cette manière de présenter de présenter, de donner un avenir, comment dire, à ces façons de parler. En fait, il y a deux remarques. En fait, la première, en fait, j'insistais sur cette tension entre le personnel et le collectif, parce que en fait, moi, j'étais assez proche, plutôt des cliniciens, hein, et donc il y avait l'impression, en fait, et notamment de cliniciens en soins palliatifs, en réanimation et soins palliatifs, et qui avait l'impression soudain que tout ce qui faisait l'éthique médicale ordinaire avait été oublié, écrasé en fait par les flux énormes en fait de malades qui arrivaient. Bon, et donc ça me rappelait en fait le mot de Jean Kelevitch quand il parle de la mort, hein, entre la mort en troisième personne et la mort en deuxième personne. On dit la mort statistique, celle dont on nous parle tous les soirs à 20h, hein, et puis comment dire, la mort en première personne. Et donc effectivement la question du statistique, il est à la fois très abstrait, mais lorsque, comment dire, il y a une façon de nous raconter notre propre situation, hein, si on a, comment dire, si on a téléchargé l'application, on se dit, bah tiens, voilà où on est en termes de pourcentage, etc. Ça peut être aussi un opérateur de traduction, hein, comment dire, qui installe ma biographie dans la conscience, en fait, de ce qui la solidarise avec d'autres, hein, et donc avec sa dimension éco-biographique, comme je dirais dans mon jargon. Et donc, effectivement, mais à ce moment-là, il faut du travail. Il faut un temps long. Et donc, on pourrait dire, pour aller un peu prolonger un peu ce que tu évoques, c'est que peut-être qu'avec cette pandémie et les gestes et la conscience en fait d'intériorisation de ce qui nous solidarise avec les autres, humains et non humains, comment dire, c'est une manière de faire ce que les enjeux attachés à la transition écologique cherchent à eux aussi apporter. Hein. C'est que très souvent, quand on parle de la transition écologique, je m'en moque souvent en disant, mais finalement, on est parfois dans du dressage comportemental via la question des éco-gestes, hein, mais finalement, les problématiques éco-gestuelles, si ça n'est pas du dressage comportemental, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire dans les bonnes mœurs du temps, si ça va au-delà, c'est que ça suppose effectivement une intériorisation du fait que s'engage là, bien, à la fois un récit de soi, mais à travers des exercices de soi. Et finalement, le confinement ou les gestes barrières ou les ports de masque, tout ce que nous inventons dans ces temps-ci, ils sont une manière d'incarner et donc de donner une visibilité à ce qui, sans cela, resterait encore une réalité un peu abstraite. Merci. Il faut absolument donner la parole à Aliénor qui avait une petite question pour la fin. Ce sera la dernière question. Bonjour, merci. Alors, on va s'éloigner un petit peu des subtilités presque pascaliennes là, qui viennent d'être évoquées, qui sont vraiment très, très intéressantes. Hein. Agenouillez-vous et puis croyons. Et je veux, voilà, je veux dire, revenir à des choses plus grossières qui tiennent. Enfin, ma question, en fait, elle est très simple. Hein, c'est que tu t'es attaché à décrire le pluralisme épistémologique sans du tout gommer les aspects de friction. Hein, mais tu n'as quand même pas vraiment employé le terme de contradiction. Et au fond, c'est pas trop dans ta manière. Mais aujourd'hui,
pas plus, j'allais dire, de mettre l'accent sur ce qui, effectivement, dans ces différents horizons épistémologiques et au-delà, je veux dire, représente des contradictions fortes. Alors, voilà, ma question, c'est quand même une question diplomatique, c'est quels éléments de justification de ce type de posture tu pourrais nous donner, plutôt que, enfin, à titre disons, de représentation alternative, une présentation, disons, de ces différents horizons épistémiques plus polémiques, qui pourrait se justifier par le fait que quand, disons, des positions mettant l'accent sur la contradiction, mais articulées, étayées, développées, ne trouvent pas place dans le débat public, ben, ce sont des polémiques vides, creuses, stériles, des oppositions dont on a vu des kilomètres, vaccin, anti-vaccin, vraiment, je n'énumère pas, tout ça est bien connu. Donc voilà, ma question, c'est ça, je veux dire, le choix d'un exposé d'une description diplomatique ou disons, de quelque chose qui soit beaucoup plus polémique. Enfin, Oui, oui. Oui, bah, comment dire, si on va au-delà en fait, des questions de tempérament, oui, bien sûr, c'était une blague. mais qui n'est pas, enfin, comment dire, qui n'est pas sans, Totalement anecdotique, oui, bien voilà, sûr. qui n'est pas totalement anecdotique, parce qu'effectivement, il y a des styles philosophiques qui sont liés aussi à nos manières d'être. Hein, mais effectivement, moi, j'ai parlé plus de conflit d'interprétation, hein, effectivement, que de confrontation, parce que ce qui m'intéresse, finalement, au bout du compte, c'est où est-ce qu'on invente, enfin, quels sont les espaces institutionnels ou sociaux, en fait, qu'on peut inventer ou qu'on fait exister, pour que cette pluralité, comment dire, d'interprétation, eh bien, se rencontre et ne soit pas justement de l'ordre de la juxtaposition. Et donc, moi, mon souci de cette phase, alors peut-être que je suis un idéaliste, hein, mais c'est que je pense que, enfin, il nous faut des institutions qui soient des espaces de la traduction, dans un moment où nous sommes dominés par des novlangues, au fond, qui nivellent, qui homogénéisent et qui, de cette façon, normalisent. Donc, autrement dit, pour moi, il s'agit de faire vivre la pluralité dans les institutions. Comment dire? Alors après, c'est où? Alors, c'est intéressant de ce point de vue de. Alors, il faudrait le faire. Je n'ai pas creusé ça comme ça, mais c'est ta question qui me fait penser à ça. Ça serait intéressant de voir ce qui s'est passé progressivement avec les outrances et encore les limites, hein, mais entre un moment donné, qui est-ce qui gouvernait dans ce pays, enfin au mois de mars, entre le comité scientifique et l'exécutif, et puis à un moment donné, quel exécutif, qui dans l'exécutif, quand c'est les médecins, quand c'est le ministre de l'économie, ou quand ça n'est pas du tout le ministre en fait chargé de la question disons de la transition écologique. Autrement dit, là, on voit bien que il y a dans nos institutions, comment dire, au moins des frictions, voire davantage, qui questionnent comment on réinstalle de la pluralité. Et ça, c'est un vrai. La difficulté, en l'occurrence, de ce mode de communication qui est celui que nous vivons nous aussi, et qui concerne les parlementaires et en fait tous ceux qui font que la société civile est ce qu'elle est, eh bien, puisqu'on passe par ce type de réseau, eh bien, cette pluralité, on a du mal à la faire exister. Hein. Donc voilà, ça serait le sens de ma réponse. Merci. En tout cas, je suis très heureux de t'avoir revu. Moi aussi, merci. Eh bien, merci. Il nous reste à remercier Jean-Philippe pour cette séance, à remercier tout le monde pour ce dialogue. Il me reste à annoncer notre prochaine séance le 26 janvier où nous recevons Didier Truchot, professeur de psychologie, qui va nous donner les premiers résultats de l'étude sur l'influence du confinement sur la santé physiologique et psychologique des étudiants. Voilà. Je veux annoncer aussi une journée que prépare notre collègue Pierre Ancet de l'Université de Bourgogne le 5 février à Strasbourg dans le cadre de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté avec une association de Strasbourg sur les jeunes et la pandémie. Et enfin, vous répétez, si vous nous entendez sur YouTube, de taper sur YouTube le confinement en résidence sociale, témoignages et résidents de l'Agora, le film fait par nos collègues du CSCAS de Besançon. Merci et Bravo.